Bonjour et bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Je suis vraiment excitée de l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est dans cet épisode que la thématique du podcast prend tout son sens. Parce que probablement que tu le sais déjà, j'ai co-écrit un livre qui porte le même nom, qui s'appelle Bouger pour grandir, avec Solène Bourque, psycho-éducatrice, que tu connais peut-être, qui a écrit plusieurs livres éducatifs. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on va célébrer la sortie de notre nouveau livre. On va vous présenter un petit peu son contenu, mais surtout, on va plonger dans le thème de bouger pour grandir. Donc, on va se demander pourquoi les enfants ont-ils besoin de bouger pour grandir? Alors, sans plus tarder, je vais accueillir mon invité, Solène, qui est venue me rencontrer ici à mes bureaux pour partir le show. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Solène! Salut Josiane! Comment ça va? Ça va très bien. Je suis bien contente d'être ici avec toi pour célébrer la sortie de notre beau livre là, qui est tout neuf. C'est ça, oui. On est dans une nouvelle relation. On est oui. On est des nouveaux parents. Nouveaux parents. D'un petit livre. Il va avoir 2 semaines bientôt. Oui, c'est ça. Encore tout nouveau. Exactement. Mm-hmm. Alors moi, je te connais bien. Ça fait longtemps que je te suis, que je te lis. Mais nos auditeurs, peut-être un peu moins. Mm-hmm. Alors, pourrais-tu nous parler de toi, de ton parcours et de ta mission éducative auprès des enfants? Oui, bien sûr. Alors, c'est ça. Je suis psychoéducatrice de formation. Ça fait 30 ans que je travaille en intervention éducation, principalement auprès des parents d'enfants 0-12 ans, en milieu communautaire et en CLSC. Ça, c'est mes années en intervention. Quand j'ai eu mes enfants à moi, là, je commençais à trouver ça un petit peu plus difficile d'être au travail avec des enfants 0-5 ans, à la maison aussi. Donc, je me suis orientée pour enseigner en éducation spécialisée au cégep. Donc, je forme de futurs intervenants dans un programme technique en éducation spécialisée. Et parallèlement à ça, je voulais garder un lien avec les parents. Donc, j'ai commencé à écrire d'abord des articles, puis ensuite des livres, des ouvrages éducatifs là, au fil des ans là, sur différents thèmes qui me tenaient à cœur. Principalement, je dirais qu'un des thèmes de prédilection, c'est beaucoup les émotions. Okay. Donc, j'aime beaucoup parler de ça. En fait, tout le côté socio-affectif, le développement socio-affectif des enfants. Mais, c'est ça, je pense que je te l'ai parlé l'autre fois. Tu ne savais pas. Mais moi, j'avais le rêve de devenir ergothérapeute quand j'étais plus jeune. Oui, tu m'as dit ça l'autre jour. Oui, fait que je me suis toujours beaucoup intéressée au développement moteur. Puis, c'est ça, j'étais pas très forte en sciences. Donc, quand j'étais au cégep, j'ai commencé à regarder les programmes. Ma cote était pas assez forte. J'ai commencé à regarder les autres programmes là, pour travailler en intervention avec des enfants. Puis là, c'est la psychoéducation qui est ressortie. Mais moi aussi, je te suivais depuis longtemps. Puis quand l'idée de ce livre-là est sortie dans ma tête, finalement, je me suis dit, écrire un livre avec une ergothérapeute, quel beau rêve! Donc, voilà, c'est ça. Mais quelle opportunité pour moi. Puis oui, c'est vrai, c'est toi qui as eu cette idée-là parce que Bouger pour grandir s'avère être le petit cousin de Parler pour grandir et d'un autre livre sur les émotions. C'est ça. Tu nous en parles pendant une petite minute? Oui, c'est ça. En fait, j'avais coécrit un livre avec une orthophoniste qui s'appelle Parler pour grandir, qui était sur le développement du langage 0-6 ans. Et par la suite, j'en ai écrit un sur le développement affectif des enfants, donc les grandes émotions des tout-petits. Et finalement, c'est ça, j'ai une de mes anciennes étudiantes, Hélène Ruel, qui est étudiante à la maîtrise en psychoéducation en ce moment, qui m'a écrit il y a environ 3 ans pour me dire, écoute Solène, on utilisait Parler pour grandir dans un des cours au cégep. Est-ce que tu connaîtrais un livre un peu sur le même format, mais sur le développement moteur? Je m'intéresse à ça, puis j'aimerais ça avoir un livre de référence là-dessus. Puis j'ai dit, écoute, je vais fouiller de mon côté, je vais m'informer,
Mais mon Dieu, quelle belle idée de livre pour la même collection. Ça pourrait être vraiment intéressant. Et je connais justement une ergothérapeute que je suis sur les réseaux sociaux qui publie la même maison d'édition que moi. Je vais y en parler. Puis là, je disais, ça serait un beau titre, Bouger pour grandir. Ben fait oui. que voilà, c'est comme ça que je t'ai approché une première fois pour voir si tu avais le goût de coécrire avec moi ce livre-là. Puis voilà, c'est comme ça que le projet est né. Ben merci Hélène pour l'opportunité. Mais pourquoi ça fait du sens d'écrire un livre qui parle de motricité avec une composante psychoéducative? Mais en fait, les psychoéducateurs, pour ceux qui les connaissent pas, parce que je sais que tu as aussi beaucoup d'auditeurs en France. Oui. C'est une profession qui n'existe pas à l'extérieur du Québec. Donc, pour ceux qui les connaissent pas, en fait, le psychoéducateur travaille avec toutes les personnes, enfants, ados, adultes, personnes aînées, qui présentent des difficultés d'adaptation au cours de leur vie. Difficultés d'adaptation sociale, affective, intellectuelle ou motrice. Donc, souvent, on est au premier plan du dépistage de certaines difficultés motrices que les enfants peuvent avoir. On est en intervention directe, on va se rendre compte, l'enfant, il y a comme un délai, par exemple, dans certains apprentissages, comme on a des connaissances globales sur le développement de l'enfant, sur toutes les sphères du développement, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, on va référer en ergothérapie pour une consultation. Fait que ça peut être une des façons qu'on est en lien avec le développement moteur. D'un autre côté, ça va arriver aussi dans l'autre sens, qu'un ergothérapeute va faire une évaluation et va dire l'enfant a besoin, par exemple, de stimulation à plein de niveaux, dont au niveau moteur, et ça va être le psychoéducateur ou l'éducateur spécialisé, qui est un peu comme la formation technique de psychoéducation, qui va appliquer le plan d'intervention sur le terrain, comme ce sont des intervenants qui sont plus là dans le quotidien. Donc, c'est un travail beaucoup de collaboration, de travail interdisciplinaire. Et oui, il y a beaucoup de psychoéducateurs qui vont tenir compte de la sphère motrice dans leur plan d'intervention, dans leur plan d'action auprès des enfants, principalement, auprès d'autres clientèles également, parce qu'on sait que même avec des enfants, des adolescents, des adultes ou des aînés, ben les enjeux moteurs peuvent rester en lien avec certaines problématiques. Fait que oui, c'est quelque chose qui fait partie de notre travail également, mais avec une évaluation plus poussée qui va avoir été faite par une ergo. Pourquoi on ne parle pas un petit peu du contenu du livre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là qui pourrait le distinguer peut-être des grilles de développement, de ce que l'enfant sait faire ou peut faire à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans? Quelle est la structure de ce livre-là, puis comment on l'a conçu finalement pour que ça soit utile autant aux parents, aux futurs parents, aux nouveaux parents, aux parents actuels jusqu'à 8 ans et aux intervenants? Ben en fait, quand on a commencé à faire des brainstorming justement sur ce livre-là, ce qu'on voulait, c'était que les parents puissent l'utiliser dans leur quotidien et aussi que le contenu soit suffisamment simple, accessible pour que tout le monde le comprenne. Okay. Donc, ben on voulait pas que ça soit des termes trop techniques, trop professionnels. Alors, on s'est plus aligné vers ce qu'on appelle le développement fonctionnel, en fait, de l'enfant, c'est-à-dire les jalons fonctionnels du développement. C'est-à-dire, au lieu de parler, par exemple, d'une préhension pouce-index, ben ça va être comment l'enfant va tenir son ustensile ou son crayon. Donc, c'est vraiment dans le quotidien, les gestes que l'enfant va poser pour bouger, pour grandir, finalement. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Fait qu'on est vraiment parti là, de différents éléments du développement. Par exemple, on va prendre au niveau du développement moteur. Aide-moi un peu, là, tu sais, soulever sa tête, commencer à ramper, marcher 4 pattes, se lever debout, monter les escaliers, pédaler, tout ça. Oui, tout à fait. Donc, l'organisation du livre, on voit la section motricité globale, la motricité fine. Oui. Et on va voir un peu les étapes du développement dans chacun des jalons fonctionnels. Donc, comme tu dis, sauter, c'est quoi les premières étapes de l'enfant qui apprend à sauter? Ouais. Et on va, dans la même section, finalement, parler des premiers sauts ou des premiers sautillements qui est au début jusqu'aux sauts plus complexes, les sauts de pantin, les jumping jacks. Alors, on peut, dans le fond, guider l'enfant vers sa prochaine étape. Et la même chose au niveau de la tenue du crayon, de l'utilisation des ciseaux. Donc, c'est vraiment organisé par
fonction Oui. et activité plutôt que par groupe d'âge, parce que chaque enfant se développe à son rythme. C'est ça. Hein? On voulait pas Ouais. non plus, justement, que le parent, Ouais. que ça soit écrit, par exemple, à 2 ans, il doit faire Oui, ça. exactement. C'était plus une séquence. Ça se Ouais. passe dans un ordre. Ouais. Habituellement, un élément va arriver avant l'autre. Exactement. Mais on voulait pas nécessairement que ça soit, s'il fait pas ça à tel âge. Ben, quoique, on a une petite section sur des petites pistes, par exemple, à surveiller. Si à tel âge, il fait pas ça, là, peut-être faut aller consulter. Mais globalement, quand on est dans la section développement, c'est voici, par exemple, la progression Oui, normale que l'enfant va faire habituellement par rapport à tout ça. Moi, il y a une question que j'avais envie de te poser parce que dans le fond, c'était un peu ça. Moi, j'avais fait le langage 0-6 ans. Oui. Et là, toi, tu m'as dit, moi, j'irais jusqu'à 8 ans pour le développement moteur. Pourquoi tu voulais aller jusqu'à 8 ans, Josiane? Ben parce que le développement s'arrête pas à 5 ans et souvent on va suivre le développement de l'enfant où il y a beaucoup de grilles qui sont conçues jusqu'à 5 ans. Mais si on pense à tout ce qui est une habileté fonctionnelle, ben ça prend à peu près jusqu'à 8 ans pour consolider finalement les fondations du développement. Donc tout le contrôle de la posture. On le sait, un enfant de 5 ans, c'est encore difficile de rester assis longtemps. Ouais. Et c'est normal parce que la posture est encore en développement. C'est encore difficile de découper des choses complexes comme des étoiles. Pourquoi? Parce que la motricité fine est encore en développement. Et lorsqu'on arrive vers 8 ans, l'enfant a généralement acquis la majorité de son développement moteur qui va être suffisant pour lui permettre de fonctionner dans le quotidien, je dirais comme un adulte. Donc, faire les mêmes choses qu'un adulte, brosser ses dents, s'essuyer à la selle, utiliser des ustensiles. Alors, c'est sûr qu'il peut continuer de se perfectionner après. Mais à partir de cet âge-là, la base, elle est là, elle est suffisante finalement pour fonctionner. Et tout le début du développement est plutôt inné, dans le sens que l'enfant naît un peu programmé pour développer ses mouvements de base, pour ramper, pour se lever debout, pour marcher. Mais il y a un moment donné que ça, c'est pas mal atteint. Et là, on va passer plus en mode apprentissage en lien avec les besoins spécifiques ou les intérêts de la personne. OK. Comment on fait comme parent, justement, pour savoir... C'est parce qu'on se dit, l'enfant, mettons, si c'est inné, ça veut-tu dire qu'il va se développer tout seul? Qu'est-ce qu'on fait comme parent pour savoir, par exemple, est-ce que je dois faire une activité spéciale avec ou je le laisse aller? Tu sais, y a-t-il quelque chose qui se fait naturellement? C'est le pouvoir qu'on a comme parent par rapport à ça. Est-ce qu'on fait une petite activité de simulation ou c'est quoi notre rôle finalement? Mais en fait, le pouvoir qu'on a comme parent, c'est de paver le chemin d'opportunité qui va permettre à ce développement-là de s'installer, de se mettre en place. Donc, c'est sûr que l'enfant est prêt quand il arrive pour développer le contrôle de sa posture. Donc, si on le place au sol sur le ventre, ben à un moment donné, il veut lever la tête, il veut se relever contre la gravité. Ça, c'est normal. Et pour faire ça, ben il va pousser sur ses bras. Et cette partie-là va se développer tout seul, si on veut. Donc, on va pas donner à l'enfant des cours de levage de tête. OK. Mais en le plaçant à plat ventre, ça, c'est l'opportunité. C'est-à-dire, on le place dans cette position-là. Puis, à partir de là, lui, avec la force de ses bras qui va se développer graduellement, va tranquillement progresser vers la capacité de soulever sa tête de mieux en mieux d'une fois à l'autre. Oui, exactement. Ça s'appelle des réflexes primitifs. Donc, quand l'enfant reçoit la stimulation d'être à l'horizontale, par exemple, avec la sensation du sol sur son ventre, ben il y a des réactions motrices qui s'activent naturellement pour que l'enfant graduellement soulève finalement la tête. La même chose va se produire pour rouler, pour se relever en position assise. Donc, l'enfant va faire tout ça par lui-même au fil du temps, se lever debout aussi. Donc, la vision, l'intérêt d'explorer son environnement va pousser un peu l'enfant à aller vers la prochaine étape de son développement. Il y a des activités qui vont arriver un petit peu plus tard, comme par exemple découper, ben ça, c'est pas inné de découper. Donc ça, il va falloir présenter une opportunité avec des ciseaux, des objets, du papier en fonction de l'âge. Et là, il va falloir, dans le fond, montrer un petit peu à l'enfant comment ça peut s'utiliser. Donc, créer une opportunité, c'est un contexte ludique toujours dans le jeu qui va permettre à l'enfant de découvrir un outil comme les ciseaux. En fait, faut créer justement, on continue de créer des opportunités, mais avec du matériel, tu
petits trucs, justement, les ciseaux, des choses comme ça, les casse-têtes pour manipuler. Fait que l'enfant a besoin, dans le fond, d'avoir du matériel, pas nécessairement du matériel spécialisé, parce que moi, à chaque fois que je visite des petites salles d'ergo, je suis tout le temps bien impressionnée par tout le matériel. Est-ce qu'on a besoin d'avoir vraiment des, tu sais, tout le matériel spécialisé, tout ça, ou? C'est pas nécessaire. Dès qu'on a de l'espace, on est prêt pour développer sa motricité globale. L'enfant va bouger naturellement. C'est sûr que si on crée un environnement avec de la musique, ça va l'aider à explorer différentes façons de bouger. Si on a un environnement où il y a des coussins enjambés ou une chaise en dessous de laquelle passer, ça va créer des opportunités où l'enfant pourra ramper ou de marcher à quatre pattes. Et au niveau moteur fin, ben dès que c'est petit, ça se manipule. Ça se manipule. Fait qu'il va prendre des petits objets dans ses mains. Il va te faire, en fait, il a l'intérêt d'aller vers des petits objets. On en parlait un petit peu avant le début de l'enregistrement du podcast. Il m'a dit, on va en parler tantôt, arrête-toi, tout ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant quand je travaillais en intervention, c'est de m'asseoir, tu sais, à la même hauteur que l'enfant pour voir c'est quoi sa perspective, qu'est-ce que l'enfant voit, parce que des fois, ça nous dit ce à quoi il va s'intéresser. Tu sais, les parents, des fois, vont dire, je comprends pas, il y a tout le temps les mains d'implante. Oui, mais si tu te mets à la hauteur d'un enfant, il y a des bonnes chances que ce qu'il voit, un tout petit, par exemple, de, c'est jusqu'à 12-18 mois, ben, c'est les plantes qui sont à sa hauteur habituellement au sol. Fait que l'intérêt d'aller se mettre les mains dedans, ben, va être là. Ou les objets, justement, qui sont facilement accessibles parce qu'il y a le goût d'aller attraper des trucs, il y a le goût de, l'intérêt est là. Tu sais, même tout petit, même des enfants de, tu sais, des bébés de 3-4 mois vont agripper quand ils voient des objets devant leurs yeux, vont vouloir essayer d'aller agripper. Fait que c'est comme si, naturellement, l'enfant a le goût de bouger pour grandir. Oui. Naturellement, c'est là. Mais il faut créer des opportunités où, justement, comme tu disais, motricité fine, par exemple, je vais prendre une autre habileté fonctionnelle que je trouve qui est quand même un bon défi, là, la fermeture éclair. Puis, j'ai justement vu une petite vidéo que tu avais mis un truc là avec les petits papiers à enfiler les uns dans les autres, mais je veux dire, naturellement, c'est pas quelque chose que l'enfant, tu sais, il naît, puis il sait comment monter une fermeture éclair. Puis c'est quelque chose d'assez contemporain, tu sais, aussi. Ça existait peut-être pas il y a 200-300 ans ou je sais pas quoi, mais... C'est ça, on peut aller avec un poncho, puis il y en a pas. C'est ça, fait que, mais dans le sens où c'est pas quelque chose que, historiquement, l'humain était développé pour apprendre. Fait que c'est un apprentissage qui est pas inné, mais que l'enfant doit apprendre dans le contexte dans lequel on vit maintenant. La majorité des manteaux ont des fermetures éclairs. Donc là, dans une situation comme ça, ce que je comprends, c'est que là, l'enfant, il n'a pas le choix de passer par une étape d'apprentissage. Oui, exactement. Donc, le développement est naturel, mais les apprentissages, on doit les présenter finalement à l'enfant pour qu'il puisse se réaliser. Et ça prend tout son sens, par exemple, quand on parle des enfants plus vieux. Le piano, ben, il va falloir prendre des cours de piano pour l'apprendre, le tennis. Donc ça, c'est pas inné. Et ça va dépendre des intérêts pour perfectionner des habiletés spécifiques. Mais tout ce qui est développemental, on a besoin tout simplement de s'assurer que l'enfant a de la place pour bouger, des contexte pour bouger. Puis pour apprendre. Pour apprendre, à ce moment-là, on présente des opportunités ou des contextes pour varier un peu ce que l'enfant a devant lui. On a justement abordé dans le livre les styles d'apprentissage parce que les enfants prennent pas tous de la même façon. Tu sais, puis justement, en écrivant ça, j'ai réalisé à quel point mes deux enfants avaient appris de façon différente. On a des enfants qui vont apprendre vraiment par observation. Donc, c'est souvent des enfants qui vont être un petit peu plus, je dirais, réservés, qui vont, ou en tout cas, qui vont se garder un petit peu en retrait, qui vont plus regarder longtemps pour être sûr d'avoir absorbé, par exemple, toutes les étapes d'un geste. Puis souvent, ils vont assez bien réussir une fois qu'ils vont se mettre dans l'action parce qu'ils vont avoir décortiqué peut-être dans l'observation comment ça se passe. Mais peut-être ils osent moins. Fait que ça, c'est un des styles d'apprentissage, ceux qui apprennent par observation. Donc, souvent, des enfants qui vont vraiment prendre le temps de regarder. Par exemple, on va prendre un enfant qui s'en va jouer au parc et qui va regarder les autres enfants monter dans la structure de jeu pendant une petite demi-heure. Puis la première fois qu'il y va, il monte d'un coup, puis ça y est. Fait que ça, c'est un des styles d'apprentissage. T'en as-tu un autre que tu as envie de nous parler? Il y a l'enfant qui est plus kinesthésique, on va dire. Donc, l'enfant qui apprend en faisant.
Lui, il va aller au parc, il va monter la petite escalier, puis bouf, il va tomber. Là, il va dire, ça n'a pas marché, je vais réessayer. Je vais aller plus vite, je vais aller moins vite, il va se réajuster. Donc, il apprend en faisant. C'est un enfant qui peut être perçu comme un peu plus casse-cou, mais en même temps, lui, c'est sa façon, par essai et erreur, de découvrir les possibilités de son corps. Puis c'est souvent les enfants qui se découragent pas quand ils vont vivre des échecs ou des erreurs. Ils vont se réessayer jusqu'à temps qu'ils arrivent finalement. Puis souvent, ils vont utiliser une stratégie différente d'une fois à l'autre. S'ils voient, mettons, que ça n'a pas fonctionné avec ce pied-là en premier, ils vont en essayer l'autre. Donc, c'est intéressant de les observer, ces enfants-là aussi, pour voir comment ils vont réussir à justement grimper au parc ou monter sur une chaise pour atteindre ce qu'ils veulent sur le comptoir ou des trucs comme ça. Fait que c'est bien intéressant, ça aussi. Et finalement, on a les enfants qui vont plus apprendre par démonstration. C'est-à-dire que ça va être vraiment un adulte ou même un autre enfant qui va être à côté, puis qui va vraiment lui montrer, donc dans l'action, mais dans une action où il va avoir un modèle à côté de lui qui va vraiment reproduire le geste, qui va faire le geste et que l'enfant va avoir à le reproduire. Aussi, on va voir en intervention là, des intervenants qui vont aller faire ce qu'on appelle du main sur main, pour aider l'enfant à faire le mouvement, mettons, de ciseaux, des trucs comme ça. J'avais même déjà vu des ciseaux avec comme deux trucs deux styles d'anneaux. Tout ça, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des trucs comme ça pour apprendre ou c'est suffisant juste qu'ils regardent le mouvement à côté puis qu'ils le reproduisent? Parce qu'il y en a des parents qui vont voir du matériel spécialisé comme ça puis qui se disent, c'est-tu nécessaire? Ou les petits objets de prise de crayon qu'on peut mettre dessus. Les parents que je vois ont souvent tendance à dire, c'est quoi le matériel dont j'ai besoin ou qu'est-ce que je pourrais faire pour stimuler? Puis à partir de quand, pour un enfant, par exemple, qui a un développement normal, est-ce que c'est nécessaire d'utiliser ça ou c'est plus pour des enfants qui vont avoir des besoins particuliers? Des fois, je pense que c'est là où c'est pas toujours facile pour les parents de savoir, je m'en vais-tu dans un magasin spécialisé puis je m'achète un kit ou pas, là, tu sais, de trucs, là. Mais c'est vraiment une bonne question. À moins que l'enfant a un défi avec un apprentissage en particulier, souvent un défi qui va avoir été un peu validé par un professionnel parce que les enfants ont différents rythmes d'apprentissage et c'est pas anormal d'avoir de la difficulté au début, particulièrement les enfants qui apprennent plus par essai-erreur, ils ont besoin de faire des essais puis des erreurs avant de progresser. Et c'est sûr que tout ce qui est ergonomie des outils, donc un crayon pas trop gros, des ciseaux pas trop gros, on reste dans une tâche aussi adaptée au niveau de l'enfant. Donc, quand l'enfant commence à découper, on lui donne pas une étoile à découper, on lui donne de la pâte à modeler avec des petits ciseaux. Pas nécessairement une ligne droite sur une feuille, là. Ça va être c'est ça. Découper quelque chose qu'il n'y a pas nécessairement une performance, on pourrait dire. En tout cas, arriver à un résultat, c'est juste explorer, on ferme, on ouvre les ciseaux. C'est ça. Il y a plusieurs étapes lorsqu'on utilise un outil. Puis le premier, c'est comprendre comment ça fonctionne puis d'avoir du plaisir avec l'outil. Puis après ça, on peut se challenger avec des lignes et accomplir quelque chose avec l'outil. Mais au début, on veut aller dans des activités qui sont accessibles à l'enfant, qui peut apprendre et avoir du succès par lui-même sans qu'on doive l'aider dans un laps de temps qui est raisonnable pour que l'enfant se décourage pas puis qu'il progresse. Alors, à ce niveau-là, on n'a pas besoin d'outils particuliers. On a besoin de variété lorsqu'il s'agit des crayons. Par exemple, des crayons de cire, quand l'enfant est tout petit, ça aide à apprendre à contrôler avec les doigts plutôt qu'avec toute la main le crayon. Mais on peut, après ça, changer avec des feutres, avec des crayons de bois, des crayons de mine quand on veut dessiner. Donc, la variété des craies aussi va permettre de développer l'aisance avec différents outils. En même temps qu'on progresse dans l'apprentissage qui est, par exemple, le dessin, la construction, ça aide la motricité fine à se raffiner puis à s'ajuster aux différents médiums. Donc, on n'a pas besoin d'équipement particulier. Tout est là dans la nature. Tout est là dans la maison. Il y a des planchers, il y a des chaises, il y a des oreillers, il y a... Et les ciseaux, c'est d'avoir des ciseaux adaptés à l'âge, par exemple, d'avoir des ciseaux ronds au départ. Il y en a même qui commencent avec des ciseaux en plastique, justement, pour la pâte à modeler, puis tout ça. Il y a quelque chose que tu mentionnais tantôt que je trouvais intéressant dans ce que tu viens d'expliquer, c'est la notion de réussite. Tu sais, en quoi c'est important pour l'enfant, justement, de vivre des réussites, parce que si on le met devant un défi qui est trop grand pour lui,
puis que là, finalement, il réussit pas. Mettons qu'on lui donne une étoile à découper la première fois, en disant, fais du découpage. Qu'est-ce qui risque d'arriver avec l'enfant? Comment il va vivre ça? Puis est-ce qu'il va avoir envie de reproduire? C'est un peu un autre élément qu'on aborde dans le livre, tu sais, de voir que dans le fond, l'enfant a besoin de se sentir compétent, a besoin de sentir qu'il est bon. Et ça, les enfants sont tous sensibles à ça, hein. Tu sais, les enfants, c'est « Hey, je suis un champion, je suis bon, j'étais capable. » Puis c'est ça qui va leur donner envie de bouger à nouveau pour grandir, tu sais, de continuer à essayer. Alors, c'est sûr qu'il faut toujours essayer de voir c'est quoi le geste ou le mouvement ou l'activité la plus simple par rapport à une habileté justement fonctionnelle. Fait que c'est pour ça que quand on parle, disons, dans la progression, on part du début. Oui. Parce que le début, c'est là où l'enfant commence. Fait que quand on part de là, on parlait dans le livre de la zone proximale de développement, c'est y aller avec une petite étape. Si on veut lui donner un défi, là, un petit défi plus loin, pas un défi trop grand. Parce que si justement on est pâte à modeler, puis la fois d'après, si on découpe une étoile, wow, tu sais, la marche, elle est très haute à monter pour l'enfant. Fait que d'y aller avec des tout petits défis à la fois pour que j'ai vécu une réussite. Puis je dirais même, des fois, de rester sur la même marche un petit bout de temps pour qu'il consolide son succès puis qu'il se sente en confiance aussi, tu sais. Oui, c'est tellement vrai. Que la confiance, ça reste là puis qu'il l'intègre de dire « Hey, je suis capable. Je suis pas juste capable une fois. Je suis capable 2, puis 3, puis 4 fois. Puis je suis capable de répéter le même mouvement et je vais revivre cette réussite-là. Et à partir de là, je suis confiant d'aller à la prochaine étape, là. » Fait que ça, je trouvais que c'était quelque chose qui est important aussi parce qu'on a tendance des fois, il est capable de faire ça, on va lui donner un autre petit défi. Puis là, des fois, on peut rester sur la même marche un petit bout avec la même activité. Puis les enfants, ils aiment la répétition, hein. Ah, tellement. C'est fou comment ils peuvent refaire le même casse-tête 10 fois. Puis pourquoi? Justement, parce qu'ils aiment vivre des réussites. La fois qu'ils l'ont réussi, ils se sont sentis compétents, ils vont vouloir revivre ce sentiment de fierté-là. Fait qu'ils vont sortir le casse-tête qu'ils sont capables de faire, puis ils vont leur faire pour montrer qu'ils sont capables, justement. Oui, puis ils le font pas pour la même chose. Les premières fois qu'il fait le casse-tête, l'enfant, il est très, très, très concentré sur sa motricité. Il faut que ça rentre dans le trou. Quand il le refait, là, il remarque peut-être plus les formes, les images, les couleurs. Il analyse autrement. On a l'impression qu'il fait la même chose. Mais il continue d'apprendre d'autres choses. Exactement. Son focus va être ailleurs, c'est ça. Fait que ça, c'est ça qui est intéressant. Fait que la répétition, c'est pas nécessairement... On reste pas à la même place, même si on refait la même activité. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Oui, puis on perfectionne. Le plus grand levier d'évolution, c'est l'intérêt. Et tant que l'enfant a de l'intérêt pour refaire la même chose, c'est parce qu'il évolue, puis il a du plaisir et que c'est nourrissant finalement pour son système nerveux. Et quand on va un petit peu trop loin et que l'intérêt baisse, quand on se retrouve face à un enfant, par exemple, on se dit « Ah, il aime pas ça colorier, il aime pas ça découper, il aime pas ça les Legos. » Mais c'est peut-être parce qu'il est pas rendu là et que pour lui, quand il va être rendu là dans sa motricité, il va prendre plaisir à ces activités-là. Alors, on veut l'observer et lui présenter finalement la prochaine opportunité logique en fonction de son développement plutôt que d'aller vers des habiletés beaucoup plus avancées et de risquer une perte d'intérêt. Ça va arriver beaucoup au découpage parce que, et tu pourras nous en parler par après, comme parents, on veut assurer la sécurité de notre enfant, donc on peut être craintif, par exemple, de le laisser grimper trop haut au parc ou de lui donner des ciseaux à 2 ans et demi parce qu'on sent qu'il est pas encore assez adroit pour manœuvrer ça, on a peur qu'il se coupe. Alors, à ce moment-là, ça se peut qu'on attende pour présenter cette opportunité-là. Et lorsque l'enfant arrive à 3 ans et demi ou à 4 ans, là, on le sent prêt pour les ciseaux, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance peut-être à lui donner un projet de découpage qui est équivalent à ce que les enfants de 4 ans qui découpent depuis 1 an font. C'est ça. Et là, c'est trop difficile. Oui. Il est pas prêt à découper un carré. Il est prêt à découper des morceaux de fromage. C'est ça. Et des morceaux de corde ou d'autres choses. Donc, on veut respecter son rythme. Mais vas-y donc nous parler un petit peu là, des craintes qu'on pourrait avoir qui pourraient, dans le fond, limiter la capacité de l'enfant de bouger pour grandir. C'est ça. En fait, les craintes peuvent être de 2 côtés. Des fois, il y a des enfants qui eux-mêmes sont plus craintifs de nature. C'est des enfants qui vont pas nécessairement oser. Et ben c'est ça. Quand on observe ça chez les enfants, ben ça peut partir soit du tempérament de l'enfant, qui est un enfant qui va moins avoir tendance à explorer,
Mais on va souvent voir que ça part des fois d'une crainte des parents. Donc, soit la crainte qu'ils se blessent. Des fois, il y a eu des enfants, par exemple, soit qui ont été malades ou qui sont prématurés. Bon, puis que, tu sais, il y a eu quand même des fois, les parents, il y a une justification en arrière de ça. Tu sais, il est arrivé déjà une blessure. Bon, j'ai une voisine, je racontais là, que son petit garçon s'est blessé quand il avait 18 mois, fracture de pied après une chute d'un lit superposé. Là, il était allé grimper, elle avait oublié d'enlever l'échelle, puis tout ça. Ben, c'est sûr qu'après ça, tu fais, OK, mais elle était vraiment protectrice avec quand il allait se promener dans la ruelle. Elle avait tendance là à être un petit peu au-dessus de lui. J'appelle ça les parents hélicoptères, là, qui sont comme, c'est un peu le terme qu'on utilise, qui supervisent autour pour être sûr que tout se passe bien. Donc ça, c'est sûr que ça va freiner un peu l'élan de l'enfant parce que il va sentir que justement, il n'y a pas la pleine autonomie d'expérimenter. Puis en même temps, comme on dit, il faut pas non plus aller on y permet de tout faire. Faut assurer sa sécurité. Oui. Il y a une base de sécurité qui est importante par rapport à l'enfant. Et qu'on doit assurer un certain encadrement de ce côté-là, mais il faut lui permettre d'expérimenter. Puis un peu l'image qu'on utilise dans le livre par rapport à ça, c'est l'image de on se promène en forêt avec l'enfant, puis finalement, est-ce que vous êtes le type de parent à passer en avant de l'enfant, enlever les petites branches, les roches qui sont dans le sentier, ou vous êtes plus du genre à lui montrer, regarde, il y a des branches, des roches, ou vous êtes plus du genre à dire, ben, il s'en fâchera, puis il remontera, il se relèvera après. Puis c'est vrai qu'on observe ces trois types de parents-là. Fait que c'est sûr que le parent qui a tendance à aller tout enlever les petites roches, les branches, pour que le sentier soit lisse, ben ça se peut que cet enfant-là ose moins et puisse avoir, sans nécessairement dire des retards développementaux, mais qu'il soit un petit peu en décalage par rapport aux autres enfants parce qu'ils vont moins oser, c'est sûr. Ouais. C'est des choses qu'on va observer. Oui, ça me fait rire parce que je viens de voir l'image du troisième type de parent qui, lui, tasse pas les roches, mais part toujours avec un kit de premiers soins. Oui, advienne que pourra. Je suis là. On va remonter la pente. Et on va poursuivre de cette façon-là. J'avais le goût de ramener le thème principal du podcast et la question à laquelle on veut vraiment répondre avec le livre et le podcast qui est vraiment pourquoi les enfants doivent bouger pour grandir. On a parlé beaucoup de comment installer ça dans le quotidien, mais maintenant, pourquoi c'est important? C'est sûr que le développement moteur, c'est une base là, au niveau de l'enfant. Tu sais, l'enfant, je dirais même avant de parler, avant de faire autre chose, il naît avec des réflexes primitifs. On en parle un petit peu dans le livre. Il bouge déjà en partant. C'est une forme d'exploration, tu sais, tous les sens. À la base, l'enfant, en naissant, il y a déjà quelque chose qui est là. Il y avait déjà un petit programme là qui est installé déjà au niveau moteur. Donc, c'est sûr que ce sont ses premiers apprentissages qu'il va faire. Exactement. Et comme tu dis, à partir du moment où il maîtrise un peu plus sa posture et ses mains, là, il va pouvoir toucher à la plante. Il va pouvoir toucher à tout ce qui est autour de lui. Puis ça, ben, c'est pas la base du développement cognitif, d'explorer, de mettre dans sa bouche. Oui, d'avoir des connaissances. Puis tout ça. Puis même au niveau social, d'aller vers les autres. Il faut que tu bouges pour aller vers les autres. Il faut que tu sois capable de te mobiliser, de faire une activité. Interactive avec l'autre, ben ça risque d'être dans l'action aussi. Donc, oui, c'est certain que bouger fait partie d'un développement. Moi, je dis toujours, le développement, là, c'est comme une tarte là, avec des pointes. Puis tout se complète. Fait que, tu sais, ça fait partie d'un tout. Donc, sans stimuler le développement moteur, ben les autres aspects du développement peuvent s'en ressentir également. Donc, c'est sûr que ça, on n'offre pas des opportunités à l'enfant de se développer, de bouger pour grandir. Il y a des bonnes chances que d'autres aspects de son développement soient en décalage, que l'enfant va moins aller vers les autres, que l'enfant va peut-être moins se développer au niveau langagier parce qu'il va être plus peut-être dans sa petite bulle à rester près de son parent, plus en retrait des autres enfants, va peut-être au niveau cognitif développer moins de connaissances parce que il aura pas fait, par exemple, les déductions de « Ah, si je mets mon pied là, à place de mettre mon pied là, ça fonctionne mieux. » Fait que c'est tout ça qui est en train de se développer. C'est comme si, en fait, on a toutes des petites connexions qui sont en train de se faire dans le corps, mais qui permettent à la tarte complète d'être en train de se construire, là. Mais oui, des concepts au niveau de l'espace, par exemple, en haut, en bas. Si moi, je l'ai grimpé en haut et je suis tombée en bas, j'apprends
l'espace. Et tous les premiers apprentissages, dans le fond, proviennent initialement de ce que je peux faire dans mon corps, mon image de mon corps, mon schéma corporel, C'est ça. comme on appelle ça. Puis, plus je développe une bonne conscience de comment mon corps fonctionne et de ses possibilités, plus je suis à l'aise pour explorer l'environnement. Et j'ai lu une étude qui parlait vraiment du sentiment de compétence et que les habiletés motrices fondamentales que l'enfant développe nourrissent son sentiment de compétence face à sa motricité et que plus l'enfant se sent compétent, plus il veut naturellement bouger pour continuer à grandir. Et moins il se sent compétent, moins il a le goût de bouger et plus il devient sédentaire et que ça s'entretient. Et que au fil du temps, ben ça peut faire la différence entre un adulte qui va être très actif et un adulte qui va être beaucoup plus intellectuel dans ses intérêts. Et ça part des premières étapes du développement. Toi, tu nous parlais de la tarte. Et le quartier moteur de la tarte, on pourrait le visualiser comme une pyramide. Chacune des étapes de cette pyramide-là permet la construction de la prochaine. Et que si les étapes n'ont pas été explorées et ont été peut-être sautées, par exemple, certains enfants vont pas faire de 4 pattes, par exemple, vont passer directement à la marche. La période où, dans son développement, le 4 pattes aurait pu être exploré, dans le fond, l'aide avec d'autres étapes supérieures. Je me rappelle, c'est ça, quand on était en stimulation précoce à l'organisme communautaire où je travaillais, il parlait du chaînon manquant. Tu sais, c'est exactement, comme si, c'est comme s'il y avait comme un petite étape, justement, qui était manquante dans le développement. Puis, on nous recommandait, l'ergothérapeute du CLSN nous disait, faut aller retravailler le chaînon manquant. Donc là, on faisait des parcours moteurs, des trucs comme ça avec les enfants, justement, qui avaient pas marché à 4 pattes. Bon, on le faisait avec tous les enfants. Ils embarquaient tous dans l'activité. Mais ça permettait à l'enfant qui, lui, avait pas marché à 4 pattes dans son développement de faire une activité avec d'autres enfants où il allait retravailler cette habileté-là. Parce que il est jamais trop tard pour stimuler. Parce qu'il y a des parents, des fois, qui vont dire, ouais, mais il a pas marché à 4 pattes, mais il est rendu à 4 ans. C'est trop tard maintenant pour aller stimuler ça. Est-ce que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Et l'objectif n'est pas d'aller maîtriser le 4 pattes, parce que bien sûr, n'importe quel enfant qui a pas marché à 4 pattes, on peut lui dire, ben marche à 4 pattes, il va réussir quand il a 8 ans. Mais c'est d'avoir vécu chacune des étapes du développement, parce que chacune a quelque chose à contribuer. Et ça, il est pas trop tard pour aller le chercher, parce que le cerveau, on dit qu'il est plastique, donc il se réorganise. Et ce qui se passe finalement dans la première année de vie, c'est que le cerveau du petit bébé, il est très, très désorganisé, puis à chaque mouvement qu'il fait, il vient connecter un petit peu les cellules dans son cerveau, puis organiser tout ça. Et les zones, finalement, qui peuvent s'organiser à travers un mouvement comme le 4 pattes ou le ramper, peuvent être encore à développer, finalement, et à raffiner. Et un exemple que j'utilise des fois avec les plus grands à qui on veut proposer de refaire du 4 pattes, puis je trouve que c'est un bon exemple pour comprendre ce qu'on veut dire par le chaînon manquant, c'est que si on imagine un jeu vidéo, dans lequel il y a des tableaux, plus les vieux jeux vidéo, là, comme dans mon temps, là, Super Mario, là, ou dans le tableau 1, ben, par exemple, il y avait un petit champignon ou une étoile à aller chercher, puis une fleur à aller chercher au tableau 2, puis autre chose au tableau 3. Et là, ben, je peux quand même passer au tableau 4 sans le champignon, mais c'était rendu au tableau 6 que j'avais besoin de la fleur puis du champignon. Et là, ben, je l'ai pas nécessairement dans mon sac à outils. Donc, c'est sûr, je vais être capable de poursuivre, mais je peux avoir un petit peu plus de challenge dans mon corps pour apprendre des sports, pour faire certaines choses qui demandent plus de précision. Passer la soie dentaire, c'est pas simple. OK? Mais c'est à travers les expériences passées que l'enfant va pouvoir apprendre quelque chose de complexe comme ça, dans un laps de temps raisonnable pour pas perdre intérêt. C'est ça. Fait que ça aussi, ça explique pourquoi c'est important de bouger pour grandir. Dans le sens où c'est pas juste une question de on veut stimuler l'enfant pour, par exemple, être habile dans des sports ou des trucs comme ça, mais des habiletés de tous les jours vont se développer parce qu'en fait, il va faire des liens qui vont faire en sorte que ses mains, son corps va bouger pour lui permettre d'être capable de faire des actions comme justement se passer la soie dentaire ou le fil dans l'échat de l'aiguille, des trucs comme ça. Fait que tricoter, tu sais, moi, ma fille, elle a commencé à tricoter, elle avait 8 ou 9 ans. Puis juste de la coordination des deux baguettes, puis elle aimait ça, elle trouvait ça chouette. Puis mon gars, lui, ça plus c'était les espèces de petits... de petits tricots avec les comme 4
clous dessus, là, tu sais, qui peuvent Oui. les... Mais tu sais, c'est ça, c'est à quelque part, ces habiletés-là, pour développer l'intérêt pour ça, il fallait qu'il y ait une Ouais. habileté à la base. Fait que ça peut permettre à l'enfant aussi d'élargir ses intérêts. Mhm, mhm. Fait que bouger pour grandir, c'est pas juste important pour son développement moteur, mais aussi pour ses champs d'intérêt, pour tu sais, puis tantôt quand tu parlais de au niveau du sentiment de compétence, le sentiment de compétence est beaucoup rattaché à l'estime de soi. Ben oui. Fait que l'enfant qui se sent compétent, ben il y a une meilleure estime personnelle. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant, tu sais, de se dire ben on a un impact aussi sur les aspects justement affectifs de l'enfant, sur d'autres aspects de son développement parce que de se sentir capable, de se sentir compétent, va faire en sorte que, en se comparant aux autres, on sait qu'à partir de 6 ans, à peu près, là, il commence à voir les différences avec les autres, ben il va se sentir quand même s'il n'est pas, mettons, le meilleur sportif, il y a quand même certaines habiletés de base qu'il va être capable de courir en même temps que les autres à l'école, faire une activité de ballon ou tout ça, qui va générer peut-être un contact social plus positif aussi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de positifs à tout ça, là. Oui, l'enfant n'a pas besoin de savoir tout faire, mais nous, ce qu'on a à cœur, hein, Solène, c'est que l'enfant, s'il a envie de faire des choses, s'il a envie d'aller jouer au hockey, ben qu'il soit capable de participer à cette activité-là à un niveau de compétence qui va le satisfaire. S'il a envie d'apprendre le piano, qu'il puisse y arriver avec un niveau d'effort qui est raisonnable. C'est ça. Exactement. Et parfois, je ramène ce sujet-là en lien avec les lacets. De nos jours, il y en a tellement des beaux souliers qui n'ont pas de lacets. Avec des velcros. Avec des velcros, là, on est rendu ou même aussi des faux lacets. Les hein, lacets élastiques, là, que tu fais juste... ouais. Mais moi, j'en ai une paire de souliers où il y a le lacet, il est déjà Ah bouclé oui. et collé. Ils sont cute. OK? Puis c'est bien correct. C'est la mode. Mais l'idée, c'est que si moi, j'ai le goût de faire une boucle puis je veux des souliers lacets, que je sois capable de faire la boucle, de l'apprendre. Et si l'apprentissage est trop ardu pour moi, ben c'est dommage. Puis le bouger pour grandir à partir de la naissance, justement jusqu'à 7-8 ans, équipe mon corps pour des apprentissages qui peuvent être nécessaires ou d'intérêt pour moi, pour le restant de ma vie. C'est ça. Puis justement, parlant des lacets, c'est ça me fait penser justement à une petite puce là, que je voyais justement en suivi, où elle était rendue, je pense, à 9 ans. Puis elle avait justement toujours eu des souliers à velcro. Oui. Puis là, elle voulait avoir une belle petite paire de petites bottillons lacés. Oui. Puis elle était pas capable de faire ses boucles, mais elle était très gênée. Tu sais, elle avait vraiment sentiment justement d'incompétence. Puis elle s'était pratiquée longtemps à la maison avant de pouvoir mettre ses bottes pour aller à l'école parce qu'elle voulait pas arriver à l'école puis avoir l'impression que les gens aient l'impression qu'elle venait juste d'apprendre à faire ses boucles. Fait qu'elle s'est pratiquée. Donc, d'où l'intérêt, justement, que même si on a des souliers à velcro, ben, on peut se pratiquer à faire des boucles avec autre chose, tu sais, avec des boucles pour dans les cheveux, les boucles, on peut prendre une ceinture à tissu puis on fait une boucle. Ou juste préparer un cadeau à quelqu'un, faire une boucle dessus. C'est une autre façon d'investir cet apprentissage-là. C'est ça. Qui n'est pas nécessairement sur une paire de souliers. C'est ça, exactement. Alors, si on résume un peu le sujet, là, on pourrait dire que le rôle, finalement, des parents, des intervenants, c'est de créer des contextes qui vont permettre à l'enfant de bouger autant qu'il se sent en mesure de bouger au moment où il est rendu. Oui. Présenter des environnements, présenter différents objets et laisser finalement l'enfant explorer à son rythme. Et ça pourrait impliquer quoi d'autre de permettre à l'enfant de bouger pour grandir? En fait, je pense que ce qu'on souhaite avec ce livre-là, c'est que les parents soient conscients que les opportunités sont déjà là. Tu sais, dans le sens où l'enfant prend son bain, qu'on peut mettre des petits objets dans le bain puis qu'il va les manipuler naturellement. Tu sais, on n'aura pas besoin de dire « Hey, prends l'objet puis prends-le dans tes mains puis verse avec l'autre. » On va mettre des objets dans le bain, l'enfant naturellement va faire quelque chose avec. Donc, je pense que c'est ça. J'ai l'impression que les parents, souvent, quand ils voient des livres dans ce genre-là, vont se dire « Ah, mon Dieu, ça va être toutes des stratégies spécialisées ou tout ça. » Puis c'est pas nécessairement ça. L'objectif est vraiment qu'on se retrouve dans notre quotidien, à voir ma maison telle qu'elle est, qu'est-ce qui est favorable justement au développement de la motricité de mon enfant, puis qu'est-ce que je peux utiliser
justement, qui fait partie du quotidien. Tu sais, l'enfant qui vient, mettons, à 4, 5, 6 ans, commence à aider à préparer les collations, qui utilise un couteau à bourron puis qui va couper. Ben, c'est tout ça, je pense, qui doit s'intégrer dans le quotidien. Ça doit devenir naturel, tu sais, pas nécessairement toujours intentionnel, sauf si, bien sûr, l'enfant, là, il y a des enjeux, justement, développementaux, puis que là, il y a eu un plan d'intervention qui a été fait. Mais sinon, ce livre-là s'adresse à tous les parents, tous les intervenants, pas nécessairement ceux qui travaillent juste avec des enfants qui ont des défis. Puis c'est un peu ça, on veut que ça soit un livre grand public, là, que tout le monde fasse « Ah, mais moi, mon enfant, il y a pas de retard développemental, peux-tu m'y retrouver? » Ben oui, c'est pour tout le monde. C'est vraiment un livre qui va permettre de comprendre comment on peut créer des opportunités, justement. Puis comment elles sont déjà là. Comment elles sont déjà là, oui. Juste d'en être conscient. Oui, et que c'est pas compliqué. Puis moi, j'aurais un ajout à faire aussi. Dans le fond, comme il y a tellement de naturel dans cette exploration-là du corps et de l'environnement, bien, on veut peut-être limiter le temps où l'enfant va être limité dans ses mouvements. Par exemple, immobile. Des sièges, par exemple, qui restreignent l'enfant. Oui, c'est ça. Il y a des petits sièges spécialisés là, qui, à 4 mois, sont capables de s'asseoir. C'est pas nécessairement bon pour l'enfant de... C'est pas nécessaire. Puis, il y a besoin de temps. C'est sûr que temporairement, il faut prendre une douche. On peut l'installer dans un endroit sécuritaire. Ou bien, lorsqu'il commence à manger, on peut l'installer assis aussi. Puis en voiture, évidemment. Mais autrement, l'enfant va avoir plus d'opportunités s'il est au sol que installé dans quelque chose ou une soucoupe ou un autre équipement, une balançoire qui nuit finalement à ses mouvements. Et plus vieux, on dit-tu, as-tu une petite piste en lien avec les écrans et le lien avec... Ben c'est sûr que les écrans, les enfants sont rarement en action devant un écran. Ils vont être assis. Des fois, il va y avoir certaines... Il y a certaines activités motrices. Tu sais, il y a des petites activités, par exemple. J'ai vu des fois des vidéos qui incitaient les enfants à bouger, à sauter en même temps que, tu sais, tout ça. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Je comprends que les parents, des fois, c'est difficile de couper complètement les écrans. Les enfants sont fascinés par ça. Des fois, pour nous, c'est une façon aussi de prendre une petite pause pendant qu'on prépare le souper. Mais justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de faire la distinction entre du contenu actif puis du contenu passif. Si l'enfant est juste en train de regarder une vidéo YouTube assis ou quelque chose comme ça, ou c'est vraiment juste absorber du contenu visuel, l'enfant est complètement passif, il bouge pas. Mais si, par exemple, il écoute une vidéo où il y a de la musique, puis c'est fait les mêmes mouvements que sur la vidéo, puis il y a l'écran devant lui, déjà, on est ailleurs. On est en train d'utiliser du contenu technologique, mais dans un but quand même de bouger pour grandir. Fait que c'est sûr que le temps d'écran peut quand même être utilisé de façon limitée, mais en pensant à ce que mon enfant est passif ou actif derrière l'écran. J'aime ça ce que tu dis parce que c'est pas au niveau de la motricité, c'est pas que l'écran est si dommageable que ça. Ce qui est dommageable, c'est le temps qui est inactif devant un écran. Ce n'est pas un temps d'exploration et de manipulation. Donc, ce qu'on veut, c'est beaucoup de temps en activité et moins de temps en inactivité. C'est ça. Puis il y a des parents, des fois, qui vont dire, c'est ça, justement, je voulais te poser la question là-dessus, qui vont avoir, par exemple, des jeux sur des tablettes. Par exemple, un casse-tête où ils vont devoir placer les morceaux de casse-tête. Ça travaille pas la même chose qu'un vrai casse-tête, parce que sinon, ils sont juste avec un doigt, puis ils vont aller placer les trucs. Le casse-tête, ils vont manipuler le morceau. Exactement. C'est quoi la distinction, mettons, entre un casse-tête à l'écran? Le parent va dire, ben il est actif, il est en train de faire un casse-tête, versus le vrai casse-tête. Mais c'est que le casse-tête à l'écran va travailler plus la partie perceptuelle, donc de percevoir la forme du casse-tête et où l'amener. Mais le vrai casse-tête va travailler en plus la motricité parce qu'il faut le récupérer, il faut le tourner, il faut le manipuler, il faut l'insérer. Tandis que l'index qui tasse le petit morceau dans l'écran, c'est pas un mouvement qui est naturel et qui est nourrissant finalement pour le reste de la motricité fine. Parce que la motricité fine, généralement, à part de pointer ou de essayer d'insérer notre doigt dans quelque chose pour aller chercher un petit peu du crémage sur un petit muffin, ben, on l'utilise pas l'idée, beaucoup. c'est qu'on utilise rarement un doigt pour effectuer une action motrice. On a besoin d'une coordination entre le pouce, l'index, les autres doigts. Alors, tout ce qui se fait sur un écran, ça implique un doigt. Donc, soit l'index de gauche à droite ou soit le petit pouce aussi. Et ce ne sont pas, dans le fond, des mouvements qui sont utiles au reste du développement. C'est pas grave de les faire,
Mais il faut s'assurer d'avoir plein de contextes pour Ouais. faire les vrais mouvements d'opposition où le pouce va être capable de vraiment prendre C'est un ça. objet et de manipuler, par exemple. Là, j'ai un crayon devant moi, ben de le retourner. C'est pas une action simple, ça, au niveau Non. moteur. On voit pas beaucoup d'animaux qui peuvent prendre un objet dans leurs Puis le mains puis le retourner. retourner. Justement, parce que l'opposition du pouce, c'est une habileté très avancée sur le plan de la motricité fine. On a l'anatomie pour le faire. Maintenant, il faut avoir bougé suffisamment pour avoir entraîné cette habileté-là pour qu'elle devienne fonctionnelle pour manipuler les objets. C'est ça. C'est ça. Exactement. Fait qu'écoute, ça fait plein de belles opportunités, hein, de petites stratégies aussi pour comprendre un peu mieux c'est quoi le contenu de notre livre, puis qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ce livre-là. Je sais pas si tu avais des trucs que tu avais envie de rajouter. En fait, de rajouter que le podcast, dans le fond, est vraiment le complément à ce qui se passe dans le livre et que ce sont 2 ressources qui peuvent être utiles pour accompagner le parent ou l'intervenant qui, lui, soutient des enfants dans le mouvement pour leur permettre de grandir. Quelle belle conclusion! Super! Ben, merci beaucoup de ta visite. Oui, merci à toi de m'avoir invité. À la prochaine, certainement. Oui, OK. certainement. Bye! Bye! Salut! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!